Alors pourquoi changer l'entreprise d'aujourd'hui et ce qui me déplaît? Ce qui me déplaît, c'est qu'on est aujourd'hui dans une activité, dans un rythme et dans des entreprises qui pour la plupart sont restées sur des systèmes relativement anciens. C'est-à-dire que l'organisation et la relation entre les dirigeants, un certain nombre de dirigeants en tout cas, et leurs salariés est une relation de dépendance. D'ailleurs, le droit du travail le dit. Et donc cette dépendance crée un sentiment souvent de frustration, un manque de liberté et parfois même une difficulté à se motiver dans l'organisation. Donc pourquoi changer? Parce que finalement l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui avec un système hiérarchique assez fort ne correspond plus tellement à l'état d'esprit dans lequel les gens se trouvent. Et donc il est important de réfléchir à d'autres manières de manager, de diriger, de gérer les entreprises. Les entreprises, si on les prend globalement, doivent se poser la question de comment on intègre des nouvelles générations ou comment on s'adapte à l'organisation, à l'économie, au rythme de la vie actuelle. Et donc, pourquoi les entreprises se poseraient cette question? Il faut s'interroger sur comment je vais motiver les gens à intégrer mon organisation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, un des sujets qui préoccupe les grands groupes notamment, c'est la notion de marque employeur, parce qu'il y a quelques années, les grands groupes, du fait de leur taille, attiraient les talents. Aujourd'hui, ils ont besoin de faire de la pub, de montrer qu'ils sont intéressants pour pouvoir attirer ces jeunes ou ces nouveaux talents. Et donc finalement, ce besoin de se faire connaître, le besoin de faire de la pub, c'est parce que justement ces entreprises telles qu'elles sont aujourd'hui séduisent de moins en moins les personnes. Beaucoup veulent se tourner soit vers les startups qui ont beaucoup le vent en poupe, soit vers même l'entrepreneuriat. Et donc effectivement, ces grandes entreprises doivent créer des nouvelles manières de gérer les personnes, de les motiver, de réorganiser finalement la vie de l'entreprise et de la repenser autrement. Donc pourquoi elle le ferait? Parce qu'il y a un moment, il y a une nécessité finalement économique et sociologique à le mettre en place. Alors quelles sont les méthodes qui existent? On a aujourd'hui, depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, un certain nombre d'entreprises qui se sont essayées à développer différentes techniques ou différents modes en fait. Certaines se sont au contraire d'un côté complètement libérées du carcan des organisations, ce qu'on appelle les entreprises libérées. Donc à la limite, elles n'ont pas créé de cadre et c'est le leader en général qui a porté cette ouverture et finalement qui la porte un peu à la force du poignet grâce à son charisme ou à son leadership. Et puis, à l'opposé, on a des organisations qui se sont dit il faut un cadre, parce que la liberté sans cadre, finalement, risque de tourner à l'anarchie, sauf effectivement avec un leader très fort. Mais cette liberté sans cadre, elle peut s'organiser, mais il faut effectivement bien la structurer. Et ces sociétés-là sont parties sur les principes dits de l'agilité. L'agilité, c'est des principes qui ont été appliqués notamment dans l'innovation et l'informatique. Et donc, on est parti de ça pour imaginer comment on pouvait gouverner, gérer une entreprise différemment par le biais de ces principes, notamment les principes de transparence, de responsabilisation des collaborateurs, d'autonomie. Et donc il y a tout un mouvement comme ça qui pousse à trouver des solutions dans des innovations managériales. Alors, convaincre les dirigeants ou comment convaincre les dirigeants, c'est pas une question facile parce qu'en fait on ne va pas chercher à les convaincre en tant que tels. On va leur apporter des éléments de motivation ou de réflexion pour pouvoir voir si ça vaut le coup de bouger, se transformer vers ce type d'innovation et sortir de son mode hiérarchique fort. Alors, comment les convaincre? Eh bien, en fait, on va leur présenter un certain nombre d'avantages. Un dirigeant, par exemple, va pouvoir avoir un intérêt personnel à y aller, ou un intérêt économique ou stratégique peut-être même, ne serait-ce que pour attirer les talents, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et donc, on va lui expliquer les différentes raisons qui pourraient l'intéresser lui ou intéresser ses collaborateurs pour aller vers une telle évolution. On ne va pas le convaincre en tant que tel, en réalité. On va juste le pousser à réfléchir et à voir comment il peut avoir intérêt à mettre ça en place. Est-ce qu'un dirigeant pourrait avoir un intérêt personnel à le faire? Effectivement, on peut se dire que, par exemple, un dirigeant qui quitte l'entreprise, soit parce qu'il part à la retraite, soit parce qu'il a envie de changer d'activité, il revend sa société. La difficulté qu'on rencontre pour beaucoup de ces dirigeants, c'est qu'ils sont là depuis longtemps, surtout lorsqu'ils ont été fondateurs, et quitter son organisation, c'est avoir peur qu'elle s'écroule après son départ. Et donc il y a le dirigeant qui a peur, mais il y a aussi le nouvel acquéreur. Et mettre en place une organisation de type justement plus libérée, plus ouverte, va permettre
de structurer en fait la transformation et surtout la passation. Très concrètement, on va prendre les rôles du dirigeant, on va les décomposer, on va les répartir différemment sur les personnes qui connaissent, de sorte que tout ne repose pas sur le nouveau dirigeant. Et donc ça va permettre de tranquilliser la passation, et c'est quelque chose qui peut vraiment bien marcher. Alors j'ai choisi le slogan l'entreprise humaine pour mon entreprise parce qu'effectivement, moi ce qui me passionne et ce qui m'intéresse depuis mes 25 années où j'ai eu l'occasion de manager, c'est de comment rendre le cœur de cette activité de l'entreprise, dans laquelle on passe quand même le plus clair de notre temps, comment lui donner un côté plus humain justement que mécanique ou industriel ou à la chaîne, comme malheureusement on peut le trouver dans beaucoup d'entreprises. Et donc en fait aujourd'hui on essaye de rendre plus humain en donnant la possibilité aux personnes de s'épanouir, d'y trouver du sens et éventuellement même du plaisir dans ce travail. Donc l'entreprise humaine pour moi c'est une entreprise qui demain sera capable de répondre aux besoins les plus personnels de l'humain, c'est-à-dire une aspiration à trouver du sens et un accomplissement personnel. Et donc cette organisation telle qu'aujourd'hui on les propose sont des moyens de parvenir à ce que les individus trouvent de la place. Alors est-ce qu'effectivement nos organisations telles qu'on essaye de les transformer gèrent les tensions notamment, puisque dans l'entreprise les tensions c'est quand même un sujet qui est là fréquemment, dès qu'il y a une association d'ailleurs, dès qu'il y a un groupe d'individus ensemble. Il y a effectivement une place très très spécifique qui est donnée à la gestion de ces tensions, avec un espace qui est un espace de réunion, type réunion hebdomadaire, dans lequel on va inviter chacun, les collaborateurs, les managers, les anciens dirigeants, etc., à s'exprimer sur les tensions qu'ils rencontrent. Alors les tensions au sens négatif, mais ça peut être aussi les tensions au sens positif. Donc tout ce qui va émerger, tout ce que le collaborateur a envie de faire passer comme message, ou qu'il a envie de transformer quelque chose, ou il a envie de faire des propositions, ça va être l'occasion de le faire passer. Et cette gestion des tensions est un élément clé du système, notamment dans l'holacratie, qui est une des composantes, une des techniques qui va permettre de résoudre ces tensions. Et quand vous résolvez les tensions, en tout cas vous apportez de la lumière sur un certain nombre de sujets difficiles comme ça, et qu'ils sont traités, ou en tout cas on essaye de les traiter, ça apaise énormément, et donc comme ça apaise, ça rend le travail plus agréable, et finalement ça réaméliore la performance, le plaisir, etc. Est-ce que ces innovations peuvent se mettre dans des organisations préexistantes? La réponse est oui, clairement. Heureusement d'ailleurs, parce que s'il fallait attendre qu'une société soit créée pour mettre ça en place, il n'y en aurait pas beaucoup. Donc aujourd'hui, on constate qu'effectivement, beaucoup d'entreprises, même de très grande taille, se lancent dans des projets d'ouverture, de libération d'une activité. Alors, libération, ouverture, enfin les mots, mais en tout cas, ils essayent d'innover d'un point de vue managérial pour donner des espaces de liberté aux collaborateurs, et on l'a vu dans des boîtes comme la BNP, Société Générale, Orange, donc des très gros groupes. Ils ne lancent pas la libération de leur entreprise. En revanche, ils lancent des endroits où il y a des espaces, des bulles de liberté comme ça. Et donc ça c'est un début. C'est pas une transformation complète bien sûr, mais c'est un début de cette tendance. Après on a des entreprises de taille plus petite qui elles vont essayer de se transformer réellement, c'est-à-dire mettre en place soit une technique comme l'holacratie, soit complètement ouvrir son organisation pour supprimer le côté très hiérarchique et directif d'un ancien système. Donc ça peut être mis en place dans toutes les tailles de société et à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être dirigeant pour le mettre en place, on peut être manager d'une petite équipe ou même à l'intérieur d'une équipe et suggérer ça à son manager sous réserve qu'effectivement il ait l'oreille attentive à ce genre de démarche. Mais ça peut se mettre en place dans beaucoup d'endroits et en tout cas c'est comme ça qu'il faut commencer. La politique des petits pas, on débute par un premier jet. Alors est-ce qu'il existe des sociétés qui l'ont déjà mis en place? On n'a pas un grand recul là-dessus, il faut être honnête. On a des sociétés qui ont innové déjà depuis très longtemps, mais c'était assez marginal, depuis 30-40 ans, comme une des connues, c'est Favi par exemple. C'est des sociétés qui avaient mis en place quelque chose, mais qui est lié à son dirigeant. Après des méthodes ou des techniques un peu plus étudiées et approfondies, on a l'holacratie qui se met en place depuis moins de 5 ans finalement, en tout cas en France. On a quelques sociétés aux États-Unis, ça fait un peu plus longtemps, mais pas plus de 10 ans, si ce n'est celui qui a créé ça, Holacracy One. Mais à part ça, effectivement, c'est des mouvements relativement récents. Donc on n'a pas énormément de recul, et en même temps, c'est une évolution qui suit l'évolution
c'est pas une mode dans le sens c'est super aujourd'hui, on va faire autre chose demain. Non, c'est une évolution progressive qui va vers l'épanouissement et la recherche de bien-être des personnes et qui vise à dire j'ai cette recherche dans ma vie privée, je veux arriver à quelque chose de similaire dans ma vie professionnelle. Et en gros, il y en a marre de changer de comportement quand on arrive dans l'entreprise et se sentir soumis alors qu'on est responsable et autonome quand on est dans sa vie privée. Donc c'est un peu cette idée-là de dire on s'ouvre, et donc il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui vont vers ça. Mais c'est relativement récent, il faut le reconnaître.